Des dragons à Kyoto? Est-ce que vous faites de l'humour ou suis-je brusquement devenu dur d'oreille? Non, vous avez bien entendu, et ceci n'est pas du tout une miniature putaclic. Alors, soit t'as fumé un truc, soit la vague d'abonnement du mois de mai t'est montée au cerveau. Hop, du calme, je vais vous expliquer. Alors déjà, non, je n'ai rien fumé. Et ensuite, il va bel et bien être question de dragons dans cette vidéo. Mais pour comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils faisaient à Kyoto, il va falloir rester jusqu'au bout. De plus, même si ça peut nous sembler curieux, l'histoire, ou plutôt les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui sont toutes liées au bouddhisme. Il y a des dragons dans le bouddhisme? Eh bien, figure-toi que oui. Mais comment on en arrive à eux, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à l'intro pour le moins chamboulée. Un Japon de Dog Japan un peu particulier donc, et dans lequel je vous souhaite la bienvenue. Avec ses 1600 temples bouddhistes et ses 400 sanctuaires shinto, Kyoto est l'une des villes qui attire le plus de touristes au Japon. Et pourtant, malgré ce nombre impressionnant de lieux potentiellement visitables et tout à fait remarquables, force est de constater que l'écrasante majorité des personnes qui visitent le Japon se concentrent la plupart du temps sur moins d'une dizaine de temples ou sanctuaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des endroits que l'on voit partout, sur Instagram ou ailleurs, dès qu'il est question de visiter Kyoto. Alors qu'il est tout à fait possible de voyager au Japon autrement, en sortant un peu des sentiers battus. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est vrai, lorsqu'on ne connaît pas encore le pays. À moins de faire appel au service d'un professionnel qui, lui, connaît déjà bien le Japon. Ah, ça y est, tu vas nous coller une sponsor, c'est ça, hein? Forcément, hein, ça va finir par arriver. Finalement, tu vaux pas mieux que les autres youtubeurs. Tu fais des vidéos putaclic pour ensuite nous vendre un VPN ou un jeu à la con. Gontran, je pensais pas qu'on te reverrait un jour sur la chaîne, même si j'irais pas jusqu'à dire que tu m'as manqué. En tout cas, je constate que tu démarres toujours au quart de tour pour débiter des âneries. Ben quoi? J'ai raison, non? Tu vas te faire du fric avec une sponsor comme les autres. Eh ben non, justement, parce que figure-toi que cette communication commerciale a d'une part parfaitement sa place ici, puisqu'il est question du Japon, et d'autre part, elle est totalement gratuite. Je ne touche pas un centime dessus. Mais bien sûr, tu vas nous faire croire qu'avec les 3 francs 6 sous que te rapporte la monétisation des vidéos, t'as pas besoin de sponsor, hein? Ah, là, je te remercie de souligner le fait que je ne gagne quasiment rien avec YouTube jusqu'à présent. Et c'est justement pour ça que je fais cette petite promo. Sauf qu'ici, le produit, bah, c'est moi. Mais t'es complètement débile ce que tu dis? Tu peux pas être à la fois sponsor et sponsorisé. Eh ben si tu me laisses en placer une 2 secondes, je vais pouvoir te l'expliquer. Alors oui, je m'auto-sponsorise si on veut. Simplement parce que je viens de lancer Dog Japan Travel. Une activité de travel planner Japon, mais avec une différence majeure par rapport aux autres travel planners. Déjà, pour ceux qui l'ignorent, un travel planner, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'organisation de votre voyage à votre place, et de manière totalement personnalisée. Bien entendu, c'est un service qui s'adresse avant tout à toutes les personnes qui ont besoin d'aide pour préparer leur voyage, mais aussi à celles qui n'ont pas envie ou juste pas le temps de s'en occuper. En clair, c'est la chance de vivre un voyage sur mesure, sans se prendre la tête pendant des heures et des heures, pour ne pas dire pendant des jours, à faire des recherches et des comparaisons de tarifs sur internet. Ouais, bah tu connais peut-être bien le Japon, mais organiser des voyages pour les autres, ça s'improvise pas, hein. Faut des compétences aussi, hein. Tu veux qu'on reparle de la vidéo dans laquelle tu es apparu pour la première fois et où tu t'es clairement fait remettre à ta place? Parfait, alors je continue. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant 10 ans comme professionnel du tourisme, en agence, je connais donc parfaitement les rouages et les astuces qui vont bien. Mais en plus, il y a un autre gros avantage à choisir Dog Japan Travel. C'est qu'avec moi, vous n'allez pas recevoir une interminable liste de liens sur lesquels vous devrez aller cliquer pour faire vous-même vos réservations, au risque que les disponibilités ne soient plus les mêmes et donc les tarifs non plus. Non, vous aurez bien sûr un itinéraire détaillé, un roadbook, mais vos réservations, elles, seront déjà faites à ce moment-là. Pas par moi, non, car un travel planner n'a pas le droit, légalement, ni de faire des réservations, ni de faire un quelconque suivi de ses clients pendant leur voyage. Ça, c'est illégal. Sauf que j'ai choisi de travailler avec un partenaire voyagiste. Et grâce à ça, ces 2 obstacles volent en éclats, puisque tout votre voyage est pris en charge de A à Z, jusqu'à votre retour, avec notamment un vrai service de conciergerie disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sans surcoût supplémentaire. De quoi faire de votre voyage au Japon une expérience inoubliable, dans le bon sens du terme. Vous trouverez toutes les explications et tous les détails dans la vidéo que je vous mets ici en fiche, ainsi que dans la description. Et puisqu'il s'agit d'une nouvelle activité, un projet sur lequel je travaille depuis presque 1 an maintenant,
j'ai évidemment pensé à vous avec une offre de lancement. Cette offre est valable pour les 10 premiers d'entre vous qui me confieront l'organisation de leur voyage. Comment ? En prenant rendez-vous grâce au lien vers mon site que vous trouverez en description et en mettant dans la case commentaire, alors pas en commentaire sous la vidéo, dans la case commentaire du formulaire de prise de rendez-vous, ce petit message: le chat est plus malin que Gontran. Oh, c'est gentil ça. Ouais, mais l'autre, c'est même pas vrai On d'abord. parie ? Bref, les 5 premiers voyages qui se concrétiseront grâce à cette offre bénéficieront d'une remise de 15% sur la partie travel planning. Les 5 suivants d'une remise de 10%. Alors, j'insiste évidemment sur le fait que seule la partie travel planning est concernée, pas le prix du voyage. J'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer ça, mais bon, c'est pas moi qui fixe les tarifs des billets d'avion, ni des hébergements, etc. Donc, ne vous méprenez pas. Mais pour un voyage de 15 jours, par exemple, c'est toujours ça de prix. Donc, n'oubliez pas, si vous envisagez un voyage au Japon prochainement et que vous souhaitez qu'on s'occupe de tout pour vous, le chat est plus malin que Gontran, via le formulaire accessible par le lien en description. On se fixe ainsi un rendez-vous téléphonique pour parler de votre projet et c'est parti. Sur ce, je crois qu'il est grand temps de revenir à Kyoto et à ses histoires cachées. Il suffit de se promener ne serait-ce qu'une petite heure au hasard dans les rues de Kyoto pour s'en apercevoir. Les temples et sanctuaires y sont légion. On s'en rend compte avant même la sortie du train, puisqu'on peut apercevoir la pagode du Toji par la fenêtre un peu avant d'entrer en gare. Cette image est tellement connue qu'elle fait partie des bâtiments que l'on identifie au premier coup d'œil comme étant à Kyoto. Ce qui l'est nettement moins, en revanche, ce sont toutes les histoires secrètes qui l'entourent. Et là, je ne parle même pas de Kyoto dans son ensemble, mais rien que du Toji déjà. C'est en effet ici que les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui trouvent leur origine. En vrai, il existe des dizaines, voire des centaines de petites histoires méconnues du grand public et entourant, pour ainsi dire, chacun des temples et sanctuaires de Kyoto et de sa région. Et comme il y en a près de 2000 en tout, vous imaginez bien qu'il y a de quoi faire. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi y a-t-il tellement de lieux sacrés à Kyoto ? Parce que c'était la capitale pendant plus de 1000 ans. Ça pourrait être une explication plausible, et la situation centrale et politique de la cité a certainement joué un rôle dans tout ça. Mais si on pose la question à un habitant de Kyoto, il y a de fortes chances pour qu'il réponde quelque chose du style « Oh c'est pas étonnant, avec tous les esprits qu'il a fallu apaiser au fil des siècles ». Il y a de quoi être un peu décontenancé de s'entendre dire ça de nos jours, mais c'est un fait, de très nombreux Japonais, et pas forcément parmi les plus âgés, croient encore et toujours aux esprits, aux yokai... Et aux dragons. Oui, non, minute papillon, les dragons, on y viendra un peu plus tard. Non, j'allais ajouter qu'ils croient surtout au pouvoir mystique des moines bouddhistes et des prêtres shinto. Mais ce sont pas deux religions différentes. Au départ, si. Mais au Japon, il y a ce qu'on appelle un syncrétisme entre les deux religions, si tant est que ce terme soit approprié ici. Ça signifie que les deux, bien qu'a priori incompatibles au départ, ont fini par se combiner entre elles. Et ce, depuis bien longtemps. Cela dit, dans les histoires dont on va parler aujourd'hui, il sera surtout question de bouddhisme. Et ne vous en faites pas pour les dragons, je ne les oublie pas. Mais pour bien comprendre leur rôle et leur présence au Japon, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par le temple Toji, et aussi par un moine dont le nom est resté très célèbre au Japon, Kukai. Kukai est un personnage pour le moins singulier. Il est né sur l'île de Shikoku en 774, soit vers la fin de l'époque Nara, et sa légende commence avant même sa naissance. On dit en effet que sa mère est tombée enceinte après avoir rêvé qu'un ermite venait s'installer dans son ventre. Cette histoire vous en rappelle sûrement une autre, plus connue en Occident, et pourtant il n'y a aucun lien entre elles. Toujours est-il que, durant toute son enfance, le jeune Kukai présentait effectivement certaines dispositions à la théologie. Il fabriquait des statues de Bouddha, rêvait que des Bouddhas venaient lui parler, bref, sa destinée semblait toute tracée. Bon, je ne vais pas vous faire toute sa biographie en détail, mais ça vous donne une idée du personnage. Comme on peut l'imaginer, il s'est mis à étudier tous les textes bouddhiques qui lui tombaient sous la main. Mais ça ne lui suffisait pas. Et à la suite d'un nouveau rêve, il s'est mis à la recherche d'un texte qu'il ne connaissait pas et qui pourrait répondre à toutes ces questions théologiques. Il finit par mettre la main dessus, mais ne fut pas plus avancé, car il ne parvint pas à en saisir le véritable sens. Entre-temps, la capitale avait été déplacée à Heian-kyo, et l'empereur Kanmu voulait envoyer des ambassadeurs en Chine. Kukai se porta volontaire, persuadé qu'il y trouverait ses réponses.
Et en l'an 804, le voilà qui part pour l'Empire du Milieu. Dès son arrivée, Kukai se rend au temple du Dragon Bleu, où il découvre un courant de pensée bouddhique encore inconnu au Japon, celui de la parole véritable, ou mantra en sanskrit. La grosse différence avec les écoles de pensée déjà répandues dans l'archipel nippon, c'est que les adeptes du mantra croyaient qu'il était possible de devenir un Bouddha de son vivant, notamment à force de méditation et de récitation de prières. Mais l'enseignement de cette doctrine était particulièrement compliqué et il fallait de nombreuses années pour l'acquérir. Kukai, lui, y parvint en 2 ans à peine, un vrai record. Et de retour au Japon, il fonda celle qui est encore aujourd'hui la secte bouddhique la plus ancienne du pays, la secte Shingon. Shingon n'est autre que le terme japonais désignant la parole véritable, et c'est non seulement la plus ancienne, mais aussi une des plus importantes sectes bouddhiques du Japon. Tout ça c'est bien joli, mais à part le temple du dragon bleu, j'ai pas vu beaucoup de dragons encore. Hein. Oh, mais sois un peu patient pour une fois. Je t'ai dit qu'on allait y venir et ça viendra, mais je ne vais pas brûler les étapes. Tout va s'enchaîner, tu vas voir. En 823, Kukai est nommé supérieur général du temple Toji, un temple qui existe donc à Kyoto depuis plus de 1200 ans, puisqu'il fut bâti en même temps que fut créée la nouvelle capitale Heian-kyo. En fait, l'empereur Kanmu avait fait construire 2 temples de part et d'autre de la porte principale de la cité, la fameuse porte Rashomon, célèbre grâce au film éponyme de Kurosawa Akira, soit dit en passant. Une porte qui, elle aussi, est liée à de nombreuses histoires que je vous raconterai un jour. Mais revenons au Toji. Son nom signifie « temple de l'Est », du fait qu'il se situait à l'est de Rashomon, et son équivalent occidental se nommait Saiji. Les deux furent détruits par la suite, mais seul le Toji fut reconstruit. Aujourd'hui, une simple stèle marque l'emplacement du Saiji. Ce temple de l'Ouest était placé sous la direction d'un autre moine, le supérieur général Shubin, concurrent direct de Kukai, un homme qui n'aura de cesse de rivaliser avec lui pour tenter de le supplanter. Shubin choisit de prier principalement pour la bonne santé de l'empereur, tandis que de son côté, au Toji, Kukai priait, lui, pour la protection du pays. Et cette rivalité entre les deux moines va, vous allez voir, se retrouver au centre de plusieurs histoires. Mais intéressons-nous maintenant au Toji, car c'est là que sont nées la plupart d'entre elles. Et la première se transmet toujours aujourd'hui. Elle concerne ce qu'on appelle le carrefour du chat. Ah, ça m'intéresse. Ah oui ? Pourtant, il n'est pas encore question de dragon, hein, je te préviens. Pas grave, j'écoute. Qu'est-ce qu'il a ce carrefour? Il porte chance, je parie. Ah non, ce serait même plutôt l'inverse. Quoi? Ah bah c'est bien ma veine. En fait, de chat, c'est plutôt d'un gros chat qu'il s'agit puisqu'il est question d'un tigre. Et un tigre blanc. Autrefois, elle a disparu depuis belle lurette, il y avait au sud-est de l'enceinte du temple la statue d'un tigre blanc. Cet animal était censé être une protection, mais une protection pour l'ouest. Ne me demandez pas pourquoi, bon, je pourrais l'expliquer, mais la vidéo va durer encore plus longtemps. Le fait que la statue se trouve au sud-est était donc, aux yeux des habitants de la capitale, une totale aberration. Et le bruit finit par se répandre que cette position incongrue risquait de faire de cet endroit un lieu maudit. Aussi, lors des événements importants tels que des mariages ou des déménagements par exemple, les gens évitaient soigneusement de passer par le carrefour des avenues situées à proximité de l'angle sud-est du Toji. Oh, ils étaient vraiment très superstitieux en ce temps-là, ma parole. En ce temps-là ? Mais figure-toi que cette histoire du carrefour du chat est toujours d'actualité de nos jours. Tu déconnes là? Ah non, pas du tout. Et ce, même si la statue a été retirée depuis des lustres. Hein. Ah bah ils ont la vie dure ces histoires. Oh oui, et encore, ça ce n'était qu'un amuse-bouche. La seconde histoire concerne à la fois Toji et Kukai. Et cette fois, elle est tout de même plus cocasse. Oh, y a des dragons ou pas? Non, mais on s'en approche. Durant les premières années de l'époque Heian, la nouvelle capitale, Heian-kyo, la future Kyoto, n'était évidemment pas aussi étendue qu'aujourd'hui. Le temple Toji était bordé par ce qu'on appelait alors la 9e avenue, et qui constituait la limite sud de la ville. Au-delà s'étendaient des champs de poireaux. Un jour, alors qu'il sortait du Toji, Kukai fut attaqué par un serpent géant, auquel il échappa en allant se cacher dans un de ces champs de poireaux. Il s'est planqué dans les poireaux, et le serpent l'a pas vu? Oh, c'est complètement grotesque comme histoire. Bah, je te rappelle qu'il s'agit d'histoires qui se racontent depuis des siècles, pas de l'histoire avec un grand H. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on y trouve des éléments peu crédibles, même si là, je dois bien avouer que je ne vois pas très bien non plus comment on peut se dissimuler parmi des poireaux. Toujours est-il que depuis ce jour-là, non seulement les maraîchers de Kyoto n'entrent plus dans leur champ de poireaux le 21 du mois, qui est le jour de Kukai au Japon, mais en plus, ce jour-là,
interdiction formelle de manger des poireaux. Interdiction? Mais pourquoi? Mais pour remercier les poireaux d'avoir sauvé Kukai, voyons, ça tombe sous le sens, non? Bah tiens, j'aurais dû y penser. Bon, j'imagine que c'est une tradition qui n'est plus en vigueur depuis un bail, non? Eh ben si, il y a encore, de nos jours, des gens qui, à Kyoto, respectent cet interdit. Aurais-tu par hasard oublié à quel point le poids des traditions est important au Japon? Non, mais à ce point-là, j'aurais pas parié dessus. C'est comme ça. Du coup, passons à la troisième histoire liée au Toji et à Kukai. Celle-ci est en revanche plus longue, mais tu vas être ravi, elle se termine avec des dragons. Ah, cool! Dans nombre de ces histoires, et à plus forte raison en ces temps reculés des débuts de l'époque Heian, on prête régulièrement aux moines des pouvoirs étranges, notamment le fait de réaliser des miracles en prononçant diverses incantations et autres sutras bouddhiques. C'est ainsi que la rivalité entre Kukai et son homologue du temple Saiji, Shubin, donna lieu à plusieurs histoires, dont voici la première. Durant le temps que Kukai était parti en Chine étudier la parole véritable, Shubin fit tout son possible pour se faire bien voir de l'empereur Kanmu. L'histoire veut qu'il ait démontré à plusieurs reprises à ce dernier qu'il était capable de réchauffer ou de refroidir la température de l'air ou de liquide comme l'eau ou le thé, juste en prononçant les incantations appropriées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il aurait notamment fait bouillir de l'eau, ou encore ramener la température d'une pièce surchauffée à un niveau si bas que tout l'entourage de l'empereur et l'empereur lui-même se sont mis à grelotter. Ah mais c'est plus un moine, c'est un micro-ondes ce mec! Oui, c'est pratique d'avoir quelqu'un comme ça sous la main, hein. C'est en tout cas ce que s'est dit l'empereur, qui a commencé à croire au pouvoir de Shubin. Mais lorsque Kukai est revenu de Chine et que l'empereur lui a raconté les exploits de son rival, celui-ci, avec un petit sourire, a laissé sous-entendre qu'à présent qu'il était de retour, Shubin risquait bien de ne plus pouvoir faire grand-chose. Intrigué, l'empereur convoqua les deux moines mais demanda à Kukai d'attendre dans la pièce voisine tandis qu'il recevait Shubin. Il lui demanda alors de faire chauffer son thé, comme d'habitude, mais cette fois, Shubin échoua. Même chose dans l'autre sens, avec un thé brûlant qu'il fut incapable de refroidir. C'est là que Kukai entra dans la pièce et se moqua gentiment de son rival en lui faisant remarquer qu'il n'avait pas compris qu'il se trouvait à côté, sous-entendu qu'il avait fait échouer ses incantations. En clair, non seulement je suis plus balèze que toi, mais t'as même pas capté ce qui se passait. Il lui a vraiment dit ça comme ça? Non, évidemment, mais la phrase qu'il a soi-disant prononcée peut se résumer de cette façon. Elle sonne d'ailleurs un peu comme un proverbe. La lumière des étoiles disparaît dans l'éclat du matin, la lumière des lucioles est effacée par celle du soleil levant. Ah oui, en gros, le mec se compare juste avec le soleil, ça va. Après les poireaux, il aurait pas pris un peu le melon, ton Kukai? Il est pas d'une très grande modestie, je te l'accorde, mais il a tout de même réussi à annihiler les pouvoirs de son rival. Donc il pouvait se permettre de se la péter un peu. Bien entendu, l'histoire ne s'arrête pas là, car Shubin est bien décidé à se venger. Et c'est ici que les dragons vont entrer en scène. En Asie, les dragons étaient considérés comme des faiseurs de pluie. Aussi, pour se venger de l'humiliation subie, à l'aide d'un sortilège, Shubin parvint à tous les capturer et à les enfermer dans une jarre, provoquant ainsi une grande sécheresse à travers tout le pays. Et effectivement, cet été-là, le Japon ne reçut pas la moindre goutte de pluie. Catastrophé, l'empereur fit appel à Kukai pour qu'il pratique un rituel d'appel à la pluie. Kukai commença par s'enfermer toute une semaine pour méditer. C'est ainsi qu'il comprit ce qui s'était passé. Shubin avait non seulement capturé les dragons du Japon, mais aussi ceux des autres pays bouddhistes. Cependant, Kukai remarqua que la fille d'un roi dragon du nord de l'Inde avait échappé au sortilège. Cette jeune fille porte en japonais le nom de Zenyo Ryuho, autrement dit, la princesse dragon. Aussitôt qu'il eut compris tout cela, Kukai s'empressa d'en informer l'empereur qui décida d'invoquer la princesse dragon. Pour ça, il fit creuser un étang près du palais impérial et le fit remplir d'eau. Kukai récita alors les prières pour invoquer Zenyo Ryuho, et celle-ci apparut sous la forme d'un petit serpent chevauchant un long dragon de près de 3 mètres. Et ensemble, ils plongèrent dans l'étang tout neuf que l'empereur avait fait creuser. Le résultat ne se fit pas attendre, le ciel se couvrit aussitôt de gros nuages noirs et la pluie se mit à tomber dans tout le pays. Kukai venait ainsi de sauver le Japon d'une sécheresse dévastatrice qui aurait pu être fatale. Et par la même occasion, voilà comment un dragon élit domicile dans un étang en plein cœur de Kyoto. S'il est bien entendu évident que l'histoire de la princesse dragon est une légende,
L'étang que l'empereur Kanmu fit soi-disant creuser pour l'accueillir existe bel et bien encore de nos jours, et l'on y trouve notamment un sanctuaire où Zenyo Ryōho est toujours vénéré. Ce jardin fait partie de ces innombrables lieux nettement moins fréquentés de Kyoto, puisque personne ou presque, en dehors des habitants de Kyoto et sans doute d'autres japonais vivant dans le pays bien sûr, ne connaissent cette histoire. Car l'endroit, à première vue, ne paye pas de mine, mais si on suspend une seconde son incrédulité, comme on le ferait pour un film ou un animé, et qu'on s'imagine qu'ici même, le Japon fut sauvé de la sécheresse par l'arrivée d'un dragon, il en devient tout de suite un peu plus intéressant, non ? Ce jardin au cœur de Kyoto, c'est le Shinsen-en, ou le jardin de la source sacrée. Il se trouve aujourd'hui un peu au sud du palais de Nijo, palais que vous pouvez découvrir notamment sur la chaîne dans un des épisodes de la série Doc in Japan, je vous le mets en fiche au cas où. En vérité, l'étang qui s'y trouve n'a pas été creusé à la demande de Kanmu, c'était un étang naturel qui existait déjà, mais des fouilles archéologiques, oui on a fait des fouilles sur la base de ces histoires, ont cependant permis de déterminer que l'empereur l'avait fait aménager et transformer en un jardin nettement plus grand que celui que l'on peut voir aujourd'hui. L'étang lui-même devait être bien plus important. Il est possible qu'on en retrouve d'ailleurs une partie dans le jardin du palais de Nijo, car le château originel que Tokugawa Ieyasu fit construire après être devenu shogun en 1607 se trouve à l'emplacement de l'ancien jardin aménagé par Kanmu. Autrement dit, ce que l'on peut voir aujourd'hui est un vestige du grand jardin du 9e siècle. Il était gonflé, Tokugawa, de faire raser le jardin de la princesse dragon. Bah en vrai, à l'époque de Tokugawa, soit au tout début de la période Edo, le jardin en question avait été laissé à l'abandon depuis bien longtemps déjà. D'ailleurs, on sait que les habitants de Kyoto se l'étaient pour ainsi dire appropriés et qu'ils y cultivaient des légumes. Des poireaux ? Entre autres, sûrement, oui, j'ai rien lu concernant leur régime alimentaire. Mais dans les premiers temps, le fait qu'un dragon ait élu domicile dans un étang au cœur de Kyoto n'a pas manqué, comme on peut l'imaginer, d'alimenter toutes sortes de rumeurs et d'histoires étranges. En voici donc une autre, qui remonte toujours à l'époque Heian, mais bien après le règne de Kanmu, pendant le règne de l'empereur Go-Suzaku, soit dans la première moitié du XIe siècle. L'histoire se passe à nouveau en été, et concerne cette fois quelques gardes du palais impérial qui, un soir qu'ils s'ennuyaient, envoyèrent un serviteur chercher du saké chez l'un d'entre eux. Pendant son absence, un orage éclata. Après l'averse, les gardes commencèrent à trouver que le serviteur était bien long à revenir, et pour finir, ils durent retourner prendre leur service. La nuit s'écoula sans que le serviteur ne réapparaisse. Au matin, le garde qui l'avait envoyé se précipita chez lui où il le trouva couché sur le sol, pâle comme un mort. Laisse-moi deviner, il s'est pris la foudre en arrivant. Pas vraiment, non. D'ailleurs, il était toujours vivant, mais à peine. Son maître alla consulter un médecin du nom de Tamba Tadaaki, qui lui conseilla de recouvrir de cendres le corps du serviteur et d'attendre. Le recouvrir de cendres ? C'est pas franchement le premier remède auquel on penserait. Ah non, ça c'est sûr. En tout cas, le garde du palais fit ce que Tadaaki lui avait conseillé. Et au bout de quelques heures, le serviteur émergea de son tas de cendres, apparemment guéri. Son maître lui demanda évidemment ce qui lui était arrivé, et là, le serviteur expliqua que pour s'abriter de l'orage, il s'était approché du mur ouest du jardin Shinsen-en, et qu'il avait jeté un œil à l'intérieur par-dessus le mur. C'est là qu'il a aperçu une patte brillant dans l'obscurité. Une patte ? Oui, une patte, comme les tiennes, enfin plus grosse évidemment. Et en apercevant cette patte, il a ressenti un froid intense et la sensation de perdre le contrôle de son corps. Il se rappelle juste être parvenu tant bien que mal à rentrer jusqu'à la résidence de son maître avant de s'écrouler. Après quoi, il ne se rappelle plus de rien. Mais quel rapport avec le tas de cendres ? Eh bien, lorsque le garde retourna voir le médecin, celui-ci lui expliqua que, comme il le pensait, le serviteur avait aperçu une partie du corps d'un dragon, la fameuse patte brillante, et c'était ce qui l'avait rendu malade. Et apparemment, le seul remède pour le guérir, c'était de l'enfuir sous les cendres. Je cherche toujours la logique, là. Pour être franc, je suis tout aussi perplexe que toi, car l'histoire ne donne pas la raison de l'efficacité du remède en question. Mais le médecin, lui, est en tout cas resté célèbre. Et cette histoire montre aussi une des caractéristiques des dragons japonais. Tout le monde ne peut pas les voir. Et ceux qui le peuvent, s'ils ne sont pas des moines d'un rang suffisamment élevé, ils en subissent les conséquences. Comme ce malheureux serviteur l'a appris à ses dépens. Les dragons japonais ne sont pas toujours des faiseurs de pluie sauveurs du pays en cas de sécheresse. Au départ, il s'agissait plutôt d'une créature censée représenter la puissance destructrice de la nature.
Comme on va le voir un peu plus loin, les dragons ont notamment été assimilés aux serpents géants qui peuplaient les mythes les plus anciens du pays. D'ailleurs, la forme la plus primitive des dragons au Japon est bien celle d'un serpent doté de têtes et de queues multiples, ce qui n'est pas sans rappeler l'hydre de la mythologie grecque, même s'il est hautement improbable que l'une ait influencé l'autre. Il est en revanche plus plausible d'admettre que, quelle que soit la civilisation, certains animaux, comme les reptiles, ont inspiré une telle crainte aux hommes qu'ils se sont retrouvés érigés en monstres destructeurs dans les différents mythes. Mais là encore, c'est une simple supposition de ma part. En tout cas, on retrouve un célèbre dragon à 8 têtes et 8 queues dans la mythologie japonaise, le fameux Yamata no Orochi, qui fut terrassé par Susanoo. Comme dans de nombreux domaines, le Japon a par la suite subi l'influence de la Chine, et les dragons ne font pas exception à la règle. Le modèle du dragon chinois bien connu, celui que l'on retrouve par exemple dans Dragon Ball, pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde, le célèbre Shenron, a fini par s'imposer, même si au départ il avait une apparence plus complexe, composée de différentes parties d'animaux, comme une tête de chameau ou des oreilles de vache. Un mix de bon nombre d'animaux donc, car pour les Chinois, le dragon symbolisait la puissance de l'empereur. Au Japon, il connaîtra une destinée un peu différente, car on le considère plutôt comme le grand-père de Jinmu, le premier empereur japonais dont j'ai parlé il y a... déjà bien longtemps dans une de mes toutes premières vidéos. Oh oui, et à laquelle tu as souvent fait référence par la suite. Oui, bon, c'est déjà vieux tout ça maintenant, et puis il fallait bien que j'aide la chaîne à progresser d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est durant l'époque Yayoi, vers le 1er siècle avant notre ère, que l'image des dragons a commencé à changer, avec l'introduction au Japon du Sutra du Lotus. Dans celui-ci, il est notamment question de 8 rois dragons vivant au fond de la mer, et la princesse dragon dont on parlait plus tôt n'est autre que la fille de l'un d'entre eux. Celle-ci, après avoir entendu un texte sacré bouddhique, est elle-même devenue un Bouddha. Ce culte fait partie de ceux qui ont ensuite été propagés près de 1000 ans plus tard par Kukai et la secte Shingon. Les moines de cette secte ont alors commencé à leur construire des autels dans les temples du pays, en commençant par le Toji et le jardin Shinsen-en. Et petit à petit, le syncrétisme entre bouddhisme et shintoïsme a fait qu'on les a effectivement assimilés avec les anciennes croyances évoquant les serpents géants. Une croyance bien entendu venue du shintoïsme. Et c'est également à cette occasion qu'ils devinrent des faiseurs de pluie. Ces invocations et autres rituels pour faire pleuvoir ne sont évidemment pas propres au Japon. On en retrouve dans bon nombre de civilisations, sous une forme ou une autre. La première trace écrite que l'on ait retrouvée ici remonte au règne de l'empereur Saga, au 9e siècle. Elle ne mentionne pas Kukai ni la secte Shingon, mais les suivantes, elles, y font davantage référence. Kukai aurait effectivement réussi à provoquer au moins une averse. Un autre moine semble toutefois faire lui aussi autorité en matière d'appel à la pluie. Il s'agit de Ninkai. Celui-ci a vécu bien plus tard, autour de l'an 1000, et on dit qu'il aurait réussi pas moins de 9 rituels. Comme au temps de Kukai et Shubin, Ninkai n'hésitait pas à dénigrer les autres moines, non pas par orgueil, mais simplement pour s'attirer les faveurs de l'empereur. Ce climat de compétition n'avait rien d'exceptionnel à l'époque, et c'est peut-être même ce qui est à l'origine des histoires concernant Kukai et la princesse dragon de l'étang Shinsen-en. Mais au fait, finalement, après que Kukai ait fait pleuvoir, il est devenu quoi, son rival? Shubin ? Ah bah tu as raison d'en parler, parce que l'histoire n'est pas tout à fait terminée, et tu vas voir qu'elle a finalement donné naissance à une autre croyance. Alimentés par l'atmosphère de rivalité qui régnait entre les moines des différentes sectes, d'autres légendes autour de Kukai ont vu le jour au fil du temps. C'est ainsi que, ce qui n'était sans doute qu'une simple compétition dans les faits, finit par devenir, dans les légendes, une véritable lutte à mort. À Kyoto, il existe donc une dernière histoire qui raconte la fin tragique de Shubin et la victoire définitive de Kukai, donnant du même coup naissance à une nouvelle croyance populaire. Cette histoire veut que Shubin, après avoir été humilié une fois de plus par Kukai lorsque celui-ci était parvenu à mettre fin à la sécheresse malgré l'emprisonnement des 8 rois dragons, soit devenu véritablement fou de rage, au point de décider d'assassiner son rival. Il se posta en embuscade avec un arc et des flèches près de la porte Rashomon et au moment où Kukai passait, en décocha une dans sa direction. Oh mon dieu, il a tué Kukai! Espèce d'enfoiré! Voilà, pas si vite, j'ai pas dit qu'il l'avait tué. Ah bon? Il était tellement nul qu'en plus de ça, il l'a loupé? Non, la flèche est bien partie dans la bonne direction. Mais pile au moment où elle allait atteindre Kukai, une sorte de silhouette de moine entièrement vêtue de noir
apparu brusquement de nulle part pour s'interposer. C'est lui qui reçut la flèche au niveau de l'épaule gauche. Kukai, lui, il s'en est même pas aperçu. Pas plus qu'il n'a capté que Shubin venait de tenter de l'assassiner. Il a continué sa route comme si de rien n'était. Quant au mystérieux moine, il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Comme si Kukai avait été protégé par une entité spirituelle. Et justement, en parlant de spiritualité, quelque temps plus tard, plusieurs fidèles qui priaient devant une statue de Jizo au temple Toji remarquèrent un détail curieux. Jizo, c'est cette divinité bouddhique des chemins que l'on retrouve un peu partout au Japon, vous en avez très certainement déjà vu. Ici, c'est une statue plus imposante, et ce que les fidèles ont remarqué, c'est qu'elle portait une marque à l'épaule gauche, comme une blessure. De là à en conclure que le Jizo du Toji avait pris vie l'espace d'un instant pour protéger Kukai, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi. Ce Jizo devint aussitôt Yatori Jizo, le Jizo qui reçut une flèche. De nos jours, la statue ne se trouve plus au Toji, elle a disparu depuis longtemps. Mais en 1885, un pavillon fut construit non loin de la 9e avenue, près du Toji, dans lequel on érigea la statue d'un Jizo ayant la même marque à l'épaule. Il existe toujours aujourd'hui sous le nom de Yatori Jizo-do, le pavillon du Jizo qui reçut une flèche. Mais il en fallait plus que ça pour dissuader Shubin de s'en prendre à Kukai. Il décida alors d'utiliser ses pouvoirs et se mit à réciter dans son temple l'invocation de la divinité Gundari-myo, généralement destinée à protéger les moines des influences néfastes. Apprenant cela, Kukai fit de même et invoqua une autre divinité, Dai-itoku-myo, destinée quant à elle à chasser et détruire les ennemis du bouddhisme. Commence alors un véritable duel ésotérique entre les deux moines par divinité interposée. L'histoire raconte que les deux s'envoyèrent des dizaines de flèches pendant des jours sans qu'il y ait de vainqueur. Les deux divinités, pas les moines, eux ils prient, c'est tout. Ce sont les divinités qui s'affrontent. Kukai décida alors de se montrer plus malin que son adversaire. Il fit courir le bruit qu'il avait été vaincu et qu'il était mort. Lorsque Shubin apprit cette nouvelle, il pensa qu'il avait réussi et cessa son rituel. Je sens venir le tas de cendres. Je sais pas si beaucoup vont avoir la ref là, mais tu as tout compris. À peine avait-il cessé ses incantations qu'il s'écroula, raide mort. Et pour de bon, lui. Ainsi se termine l'histoire de la rivalité entre Kukai et Shubin. Le temple Toji a du coup continué de prospérer et il se dresse toujours fièrement aujourd'hui au sud de la gare de Kyoto, tandis que le Saiji, lui, a totalement disparu depuis fort longtemps. J'espère en tout cas que ces quelques histoires méconnues autour de Kyoto et du Toji vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez surtout qu'il en existe bien d'autres, d'ailleurs je ne vous ai pas tout raconté en ce qui concerne Kukai et les croyances liées à la princesse dragon notamment. Mais vous pouvez les retrouver dans une série d'ouvrages vraiment passionnants et dont je me suis inspiré pour écrire cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, je vous en parle parce qu'on me demande de temps en temps quelles sont mes sources bibliographiques. Et ben, les voilà. C'est une série de 3 ouvrages écrits par Eric Faure, un écrivain mais aussi enseignant, installé depuis longtemps à Kyoto. Alors j'ai pas encore le 3e livre, mais ça ne saurait tarder. Celui d'où sont tirées les histoires de cette vidéo, c'est celui-ci. Histoire japonaise de moines, de maîtres du yin-yang et de guerriers. C'est paru aux éditions L'Harmattan et sincèrement, c'est un régal à lire, en plus très accessible et surtout émaillé d'explications. Bref, très bien écrit. Eric Faure se base notamment sur pas mal de recueils japonais anciens qu'il a très certainement pu lire en japonais dans le texte, mais il en est un auquel il fait souvent référence et qui pour le coup existe aussi en français, alors je vous en parle également, c'est celui-ci, Les histoires qui sont maintenant du passé. Ça ne concerne pas que le Japon parce que ce sont des histoires liées au bouddhisme et l'ouvrage est du coup divisé en 3 parties, l'Inde, la Chine et le Japon. Mais c'est cette dernière qui est la plus importante. Je ne l'ai pas encore commencé, mais vraiment, j'ai hâte. Voilà, quelques recommandations de lecture, et avant qu'on m'en fasse la remarque, non, il ne s'agit pas d'une sponsor, seulement d'un conseil de lecture personnel, rien d'autre. En tout cas, je compte bien vous raconter d'autres histoires tirées de ces ouvrages parce que, j'insiste un peu, mais c'est vrai, j'ai pris un grand plaisir, même un immense plaisir même à les lire, et j'ai découvert de véritables pépites que j'ai hâte de partager avec vous. Et puis n'oubliez pas non plus la petite promo dont j'ai parlé en début de vidéo. Je me lance en tant que Travel Planner Japon, donc n'hésitez pas à faire appel à Doc Japan Travel pour organiser votre prochain voyage au Japon. Un service pour lequel vous pouvez bénéficier d'une réduction en précisant lors de votre prise de rendez-vous par le lien en description. Le chat est plus malin que Gontran. Ouais, ben ça va, on va le savoir. Mais j'espère bien qu'on va le savoir, mon vieux. Allez, je compte sur vous, enfin, si vous pensez partir au Japon, bien sûr. C'est une toute nouvelle aventure pour moi, alors je risque de vous en reparler de temps en temps, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais il faut bien que je communique un maximum si je veux que ça marche.
je pense que vous comprenez. Sur ce, comme d'habitude, likez, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore fait pour d'autres vidéos sur la culture japonaise. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Doc in Japan, et d'ici là, naturellement, continuez d'aimer le Japon. Matane!